Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Lise, alias Lise Taylor. Nous allons parler d'elle, de tricot, de ses livres, mais aussi de sa boutique et de sa vision de l'entrepreneuriat. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Lise Taylor. Eh bien, bienvenue Lise au Café Tricot. Avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Lise, je suis à la tête de la société Lise Taylor, que j'ai créée il y a un peu plus d'un an et demi, sachant que Lise Taylor existait déjà avant puisque c'était mon nom de scène, on va dire, sur les réseaux sociaux, via mon blog. Donc pendant longtemps, j'ai eu un blog, je crois que je l'avais créé en 2015 ou 2016 Mmh. et voilà et du coup, j'habite à Lyon, je suis la maman de 2 petits garçons de 2 ans et demi et 8 ans et demi et je tricote et je couds beaucoup, 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 beaucoup. Les 2 activités, les 2 activités principales. C'est ça, exactement. OK, alors j'ai plein de questions. Eh ben, vas-y, envoie. Je suis Bah, là pour déjà, ça. déjà on va commencer, par la base. Déjà, pourquoi avoir commencé le tricot? Et lequel tu as commencé en premier? Plutôt couture puis tricot ou tricot puis couture? Ou les 2 en même Non, temps? non, ça a été tricot bien, bien, bien avant la couture. J'ai commencé le tricot il y a plus de 20 ans. Mmh. J'ai commencé vers mes 15 ans. Alors je compte pas les apprentissages du point mousse, quand j'avais 5 ans avec ma grand-mère, mais j'ai vraiment commencé à m'y mettre vers 15-16 ans. Mmh. Et pendant très longtemps, je tricotais vraiment pour le plaisir du mouvement, si tu veux, mais toutes mes réalisations, étaient moches et jamais portables. Mais malgré tout, je continuais et puis, après je tricotais régulièrement mais peu. Enfin, tu vois, il y avait pas du tout un côté, je sais pas, c'était un peu thérapeutique, quoi, tu vois? Donc j'en faisais un petit peu, mais c'était pas une activité, très intensive et je m'y suis mise vraiment intensément, pendant la grossesse de mon aîné, donc il y a un peu plus de 9 ans. Mmh. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, ce que j'appelle le tricot 2.0 parce que moi, je tricotais tout avec, des aiguilles droites, l'aiguille sous le bras, comme m'avait appris ma grand-mère. Je tricotais que, du fil d'art, sachant que maintenant, les catalogues fil d'art, ils ont beaucoup évolué, je pense, mais à l'époque, c'était vraiment, tu vois, tout était avec des coutures, c'était souvent de la grosse laine, il y avait pas vraiment de mise en forme, de jolies épaules et tout. Les pulls, c'était des gros T, un peu basiques et tout et donc c'était pas hyper joli et quand je suis tombée enceinte, hem, où moi, en fait, c'était ma grand-mère qui m'avait passé le virus parce qu'elle, elle était couturière de métier et tricoteuse acharnée et elle est décédée peu de temps avant la naissance, de nos enfants, à mon frère et moi et donc c'était un peu une, ça reste une grosse tristesse qu'elle ait pas connu pour moi, qu'elle ait pas connu ses arrière-petits-enfants et donc je voulais absolument, que mon fils ait des choses tricotées et je trouvais mes Mmh. réalisations, même en y mettant tout mon cœur, c'était un peu moche, tu vois? Et donc comme je suivais beaucoup de blogs mode, je me suis dit: «Ben, je vais tenter, il doit bien y avoir des blogs tricot» et c'est comme ça que j'ai découvert que oui, il y avait des blogs tricot et j'ai découvert toutes les nouvelles techniques et cetera. Donc c'est comme ça que ça a commencé et la couture, en fait, je m'y suis mise donc le tricot, voilà, j'ai commencé beaucoup plus jeune et la couture, je m'y suis mise quand, mon aîné avait 6 mois à peu près Mmh. et donc au début, j'ai cousu pour lui et puis assez rapidement, comme en tricot d'ailleurs, j'ai arrêté de coudre et de tricoter pour lui et j'ai cousu et tricoté pour moi. D'accord, OK. Non, ça fait, du coup, ouais, ça s'est bien lié. Du coup, maintenant, aujourd'hui, les 2 sont tu pratiques toujours les 2? Oui, alors avec, des périodes plus ou moins intensives. Si tu veux, le tricot, j'en fais beaucoup moins dernièrement parce que j'ai eu des mois, de très grosse fatigue et donc le Mmh. soir, j'étais tellement fatiguée que, même le tricot, j'arrivais pas. Mais sinon, normalement, j'ai toujours un peu une saisonnalité, quoi. Je vais faire plus de couture en printemps-été, plus de tricot en automne-hiver, mais globalement, je fais les 2 tout le temps quand même. Mmh. D'accord. OK. Hem, Aujourd'hui, du coup, tu disais que tu tiens une boutique. Ça fait 1 an, non?
1 an et Un peu demi. J'ai un an lancé et le demi 8 déjà? décembre 2018 précisément. Alors, qu'est-ce que ça fait de tenir une boutique? C'est même pas une mercerie, mais c'est une boutique de tissu du coup, plus. Alors Donc, moi, c'est vraiment la alors là, maintenant enfin la quand je parle de la boutique, je parle de la boutique en ligne parce que là, j'ai une boutique physique depuis fin juin. Mais oui. moi, l'activité, de toute façon, elle reste, principalement drivée par le site web. Enfin, c'est là que, au point, si tu veux, que dernièrement, j'ai pas réussi à ouvrir la boutique physique parce que j'avais trop de commandes sur le site web à absorber et donc j'arrivais pas à ouvrir la boutique physique. Mais c'est vrai que voilà, maintenant j'ai les 2, j'ai la boutique en ligne, la boutique physique. Donc moi, c'est vraiment pas du tout une mercerie pour le coup, puisque c'est, les boutiques des produits de ma marque. Je vends très peu de produits qui ne soient pas en fait exclusifs à ma société. Les seules petites choses que je vais vendre là maintenant, j'ai rajouté des patrons de couture, des marques que j'aime le plus, des choses comme ça, de l'entoilage, voilà, Mhm. des aiguilles. Mais en gros, l'idée, c'est que tous les produits qui vont être vendus autour des produits phares de ma société, dont je vais te parler un peu plus en détail, c'est tout ce qui est utile pour coudre ce que moi je propose. Donc, je ne vais pas avoir des choses qui ne sont pas en lien. Donc, moi, je vends du tissu et des kits de couture. Et tout autour de cet univers-là, je vais rajouter les épingles, etc. Pour qui sont les bonnes épingles, les bonnes aiguilles, le bon entoilage pour utiliser avec mes tissus. Mhm. Donc moi, sinon, ce que je vends, donc en fait, je conçois des tissus qui sont, donc moi, je vais, travailler avec des designeuses textiles pour, acheter des motifs, qui vont être déclinés dans des palettes de couleurs que je définis et je vais vendre, des tissus qui vont être soit des tissus pour l'habillement, soit des kits de couture plutôt pour les débutantes pour faire des accessoires et ça Mhm. va être, des produits qui, à l'heure actuelle, ne sont disponibles qu'auprès de ma société. Donc on peut pas c'est pas une mercerie dans le sens où les merceries, elles vont acheter des tissus, qu'on va pouvoir trouver dans plein de merceries différentes. Moi, c'est pas le cas. Les produits que je vends, on peut les trouver que chez moi. Mm. D'accord. Et les tissus, du coup, c'est toi qui... Alors, les designers textiles, déjà, pour expliquer un petit peu ce que c'est, est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce que c'est aux triconautes qui peut-être ne savent pas à quoi Donc correspond ce en métier? fait, oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que, les marques, que ce soit en prêt-à-porter ou en tissu, dessinent les motifs, mais en fait, c'est relativement rare. Alors après, c'est vrai qu'il y a des grosses marques qui vont avoir une équipe de designeuses intégrées qui vont le faire elles-mêmes, mais la norme, c'est de passer par des personnes dont c'est le métier et qui, elles, leur métier, c'est de dessiner des motifs, soit pour le textile, soit pour, je sais pas moi, la papeterie, soit Mm. pour, enfin, en gros, les motifs, on peut les utiliser, sur, des mugs, sur des carnets, sur, j'en sais rien moi, de l'ameublement Mhm. et en fait, moi, je travaille avec des designeuses qui font du textile pour l'habillement et donc je travaille avec un tout petit nombre de personnes, voilà, dont j'aime le style et je travaille quasiment toujours avec les mêmes. Et donc on va, soit elles vont dessiner un motif pour moi exclusivement parce que j'ai une idée précise, donc ça, c'est ce que je faisais surtout au début et ensuite, sinon elles ont des catalogues avec, énormément de motifs et on choisit, ce qui nous plaît et ensuite, le motif, on va pouvoir, nous-mêmes, le coloriser avec les couleurs qui nous plaisent ou les designeuses vont faire les colorisations pour nous, ça dépend comment on travaille ensemble et après le motif, nous appartient, il appartient à la marque et on fait ce qu'on veut pour toujours quoi, en gros. D'accord, ok. Et du coup, toi, tu donnes ton avis sur les motifs, est-ce que par exemple, est-ce que tu pourrais dire que tu crées le tissu, en fait? Ou tu donnes juste un avis, tu dis, voilà, moi j'aimerais quelque chose qui est printanier. En fait, ça dépend Comment des est-ce que fois. tu... Ça dépend. Des fois, il y a des motifs où vraiment j'ai une idée hyper précise, donc je vais envoyer un cahier des charges hyper précis en disant: «Je veux que ce soit, tel motif, qui soit de telle taille, avec tel coloris», j'envoie la palette et Hmm. des fois, j'ai des coups de cœur sur des motifs existants et donc j'achète juste le motif existant D'accord, et après, entendu. si tu veux, je sais pas comment dire, en fait, pour moi, il y a une confusion de dire parce qu'on ne dessine pas le motif, on n'est pas la créatrice du travail derrière. Parce que moi, la partie travail avec les designers, c'est la partie la plus petite. C'est une partie Mhm. que j'adore, hein. Moi, j'adore parce que c'est des experts. Je serais absolument incapable de le faire moi-même. C'est la norme dans ces métiers-là, c'est comme ça que tout le monde travaille et dans le prêt-à-porter, c'est pareil. Moi, celle avec qui je travaille, elle travaille avec, dans leur catalogue, elle travaille avec Monoprix, avec Cézanne, avec des petits hauts, avec, Camaïeu, avec Zara, etc.
Mmh. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et ça n'enlève pas le fait que, bah, il y a le choix déjà qui est important. On peut aussi se Oui. planter, choisir un motif qui va pas marcher et puis que la partie, travail avec la créatrice, c'est une partie, moi, dans mon temps de travail qui est, minuscule par rapport Ouais. à, tout ce qu'il y a derrière de, bah, déjà de faire, de concevoir une collection qui ait du sens en termes de coloris qui aillent bien Mmh. ensemble. Après réfléchir à, comment ce motif il va, est-ce que sur quelle matière on va l'imprimer? Après comment est-ce qu'on va le gérer par rapport au kit? Est-ce qu'on va faire la même taille? Est-ce qu'on va faire plus petit? Comment est-ce que le motif il va se placer? Enfin il y a vraiment, et puis il faut voir que quand on choisit un motif, moi je dois en choisir, je sais pas, moins d'une dizaine par saison sur des catalogues de milliers de motifs. Oui, Donc c'est toute la sélection, en fait, voilà. tu fais le travail de chef d'orchestre, voilà. C'est exactement ça et puis de toute façon, moi, après mon travail, il est aussi beaucoup, dans la enfin, si tu veux, moi, je travaille énormément à l'avance. Donc là, par Mmh. exemple, j'ai 2 je travaille avec 2 collections d'avance. Donc là, à Mmh. l'heure actuelle, je suis en train de travailler la collection automne-hiver 2021. Toute la OK. collection printemps-été, 2021, elle est déjà bouclée. Donc là, c'est la collection avant d'après, donc il y a énormément de travail comme ça. Après, il y a tout le sourcing, des prestataires qui prend un temps fou. Après, il y a toute une partie de, je sais pas comment dire, tu vois? Il y a des tas de projets qui n'aboutissent pas. Donc ça, on le voit pas quand on est en face, mais moi, il y a des tas et des tas de projets, des tas d'idées où je vais passer énormément de temps, voilà, à chercher des prestataires et cetera et puis à la fin, ça va pas marcher parce que je vais pas trouver le bon prestataire ou que le prix va être trop élevé, ou que le rendu du prototype ne me plaît pas. Donc voilà, donc il y a un ensemble de missions, si tu veux, là. Une fois, voilà, j'avais lu des commentaires comme ça de personnes qui disaient, que ce soit à moi ou à d'autres marques, oui, mais en fait, le tissu, c'est pas vraiment le vôtre parce que c'est pas vous qui avez fait le motif, alors que les textile designers, elles le vivent pas du tout comme ça. Par exemple, Mmh. elles ont bien conscience que elles ont créé un motif et puis après elles le vendent à quelqu'un. Mmh. Qui va en faire quelque chose derrière le motif tant qu'il n'a pas été, acquis par une marque, bah, il a pas de vie en soi, tu vois? Mmh. Et tant qu'il est pas exploité, de tout son Exactement, potentiel, il ne vit pas vraiment. ouais. C'est vrai que c'est pas facile à gérer ces commentaires, comme ça, comme est-ce que je pense pas que c'est possible, tu aies eu des commentaires, négatifs sur ça, sur le fait que tu te sois Non. lancée, sur le fait que, parce que c'est comment dire? Le fait de t'être lancée en entrepreneuriat, j'ai regardé un petit peu les podcasts que tu avais faits, tu as essayé d'en parler un petit peu et j'ai trouvé que parfois il y avait des commentaires un peu particuliers de personnes qui, Oui, bah, tu comprenaient connais ça, pas que tu en j'imagine. parlais. Ouais, Bon, comme c'est tout le le monde. monde des réseaux sociaux. En fait, c'est une très bonne question que tu me poses. Moi, je suis, très sensible et du coup, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté le podcast, vidéo, parce que, je vivais très mal tous les commentaires négatifs alors qu'en fait, par rapport à l'ensemble des commentaires, c'est même pas 1%, je pense. Mmh. Ce qui a été dur quand je me suis lancée, je pense, c'est qu'il y a il y a eu pas mal de gens déjà qui n'ont pas compris alors que j'avais fait des livres de tricot que je me lance en couture. Il y a pas Mmh. mal de tricoteuses qui m'ont dit: «Mais pourquoi ne pas faire quelque chose dans le tricot?» et puis moi je leur disais: «Mais parce que moi j'ai adoré écrire mes livres, mais à la fois, bah, c'est pas mon truc quoi». Enfin tu vois, moi, j'ai pas du tout envie de teindre de la laine, j'ai pas envie de faire des patrons, c'est pas du tout, des sujets qui me tentaient et des apprentissages parce que moi je suis partie de rien, j'avais aucune formation donc j'ai tout découvert, hein. On m'aurait Mmh. dit, il y a 2 ans même, enfin non un peu plus, on m'aurait dit il y a 4 ans, 3-4 ans que je lancerais une société, j'aurais jamais cru. Ça s'est fait, ça a été vraiment un cheminement qui était pas du tout prévu. Je pense que pour répondre à ta question, voilà, j'ai eu des tricoteuses qui ont été un peu déçues et puis après j'ai des personnes qui ont été déçues qu'il y ait moins de partage. Mmh. Tu vois, qui ont trouvé, les commentaires dont tu parles, je pense la plupart que j'ai eus, c'était, de toute façon, tu parles plus dans la partie couture, par exemple, du podcast, que c'est que sur le podcast, hein, que j'ai eu ça, tu parles plus que de tes tissus et en fait, j'avais essayé d'expliquer que, quand tu deviens une marque, tu peux plus être objectif, sur, d'autres. C'est-à-dire que moi, déjà, bah, évidemment, je vais pas coudre des même si j'avais envie, mon temps de couture, il est tellement, réduit et parce que moi, à l'heure actuelle, je me fais aider par des couturières parce que j'ai tellement de choses qui doivent être cousues que j'ai pas le temps de tout faire moi-même maintenant. Au début, c'était le cas, mais là, surtout sur la collection là qui va sortir dans 15 jours, j'ai vraiment, je me suis fait beaucoup aider.
par des personnes super talentueuses, voilà. Mais moi, c'est évident que je peux pas, dans un podcast qui est le podcast de la marque Liz Taylor, en gros, aller acheter le tissu d'une autre marque et dire: «Ouais, non, j'ai pas aimé», tu vois? C'est pas du tout possible, ce serait absolument pas éthique, ce serait pas du tout honnête et donc automatiquement, bah, tu perds, de la transparence parce que tu vas forcément dire que tout est génial et moi, j'ai toujours trouvé que, c'était pas très intéressant d'avoir, donc évidemment, quand je parle de mes tissus, je vais pas dire qu'ils sont pourris, voilà et donc j'avais vraiment insisté sur le fait que enfin, c'est vrai qu'en gros, ta question, elle est hyper pertinente parce que j'ai eu maintenant, ça va mieux, mais quand je me suis lancée, il m'a vraiment fallu énormément de temps pour trouver le ton juste, Mmh. entre la personne et la marque et c'était vraiment pas facile de passer de l'un à l'autre et sur le podcast particulièrement, donc au bout d'un moment, j'avais dit: «Voilà, la partie couture, elle sera concentrée sur les patrons, sur vous parler des patrons que je couds et pas du tissu», puisque automatiquement le tissu, dans 80 des cas, ce sera un des miens. Oui, donc Donc forcément, il est génial. Donc je vais plutôt vous parler des patrons. Mais tu vois, ça m'a tellement, j'ai trouvé que c'était un exercice qui était vraiment pas facile et au fur et à mesure, en fait, j'ai arrêté. mmh. Ouais, je Après, ça comprends. reste très rare, hein, la grande majorité des gens, ils trouvent ça, courageux de se lancer. Ils trouvent ça, chouette qu'il y ait des nouvelles marques, voilà, j'ai plutôt beaucoup de soutien et d'encouragement. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires, voilà, j'ai eu quelques commentaires comme ça de personnes qui comprenaient pas trop, pourquoi l'avoir fait, ou alors, tu vois, c'est aussi le fait de des fois dire que c'est dur. Et Mmh. d'avoir des gens qui vont te répondre en disant: «Oui, mais enfin tous les métiers sont durs» et c'est évident que tous les métiers sont durs. Il y a aucune, moi j'avais beaucoup plus de difficultés dans mon ancien métier que j'ai quitté, que dans mon nouveau. La différence, c'est que maintenant je suis toute seule. Donc, Mmh. tu es un peu, seule face à tes décisions, tu pas cette notion de tu es en vacances, tu peux vraiment complètement couper parce que en fin de compte, moi, je vais recevoir un mail et puis je vais me dire: «Ah la pauvre, il y a un truc qu'elle comprend pas dans le tutoriel, ben, je peux pas la faire attendre, 10 jours que je revienne de vacances, donc je vais répondre: "Ah bah tiens, ça va me prendre 30 secondes de le faire", je le fais». Donc voilà, donc c'est juste, c'est pas de dire que c'est plus dur ou moins dur, c'est juste différent et il y a un peu ce côté quand tu te lances où si tu dis: «Ouais, là, j'ai passé une période difficile», les gens vont dire: «Oui, mais bon, au final, tu l'as choisi». Oui, mais ça peut quand même être difficile par moment. Oui, c'est le fameux paradoxe, je j'aime bien dire c'est le paradoxe de l'indépendant. C'est, en fait, l'indépendant, il doit incarner à lui tout seul parfois une, TPE-PME de 20 personnes. Oui, Il c'est ça, c'est exactement ça et ça, c'est un truc que moi, je rappelle souvent. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui va me rejoindre à partir de la semaine prochaine. Je l'attends comme le messie parce que, ne serait-ce que pour partager les tâches, mais aussi pour partager pas que les tâches, pour partager, le quotidien, les avis, avoir quelqu'un qui va être avec moi, qui va parce que moi, je suis hyper soutenue par mon mari et par, une amie à moi, qui suit absolument tout, qui est hyper précieuse et qui me donne mon avis. Mais c'est quand même différent d'avoir quelqu'un qui va voir absolument la totalité des coulisses et qui va pouvoir me dire: «Ben, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je trouve, que» enfin, tu vois? D'avoir vraiment quelqu'un avec qui partager les joies et les peines au quotidien et C'est ça, quoi? C'est une personne que j'ai tu as hyper employée? hâte. Ouais. Ouais, ouais, qui me C'est rejoint la semaine prochaine. Au début, 3 jours par semaine et puis j'espère, très rapidement à temps plein. c'est chouette, hein. Ouais, 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 là, là, ça faisait 6 mois à peu près que je disais à mon mari, quasiment un jour sur 2, «Il faut que je prenne quelqu'un, il faut que je saute le cap», parce que, j'en peux plus. Toute seule, ça devenait vraiment trop compliqué, ouais. À gérer, hein. Ouais, ouais, parce que, bah, j'ai là, pour le coup, c'est vraiment génial, mais la société, voilà, elle se développe bien. J'ai de plus en plus de commandes, mais comme j'ai aussi beaucoup d'autres projets à côté, Mmh. de développement de la société et tout et ben, il y avait des semaines où en fait, j'arrivais même plus, si tu veux, à intégrer le flot de commandes, pendant les soldes, pendant les lancements de collections et où, bah, j'ai quand même 2 enfants qui sont petits, donc voilà, donc ça Qu'il devenait faut très gérer à la compliqué. maison, puis C'est ça, l'école, donc oui. Donc là, c'est vraiment voilà, là, c'était le bon moment pour, puis aussi parce que c'était enfin, si tu veux, c'était des étapes un peu logiques de dire, hem: «Tant que j'ai pas un lieu, je peux pas avoir quelqu'un, donc on va mmh, déjà prendre un lieu et puis après on verra pour prendre quelqu'un» et finalement ça s'est fait plus rapidement que enfin les 2 sont enchaînés assez rapidement, on va dire. mmh. Bah, écoute, c'est franchement, c'est tout ce que je pouvais te souhaiter et Merci. du coup, dans la boutique, on trouve aussi
tes livres de tricot, donc Oui, débuter au tricot et devenir expert tricot. c'est ça. Euh, je vais pas te poser la question si tu as un autre livre de prévu. Si, j'en ai un autre. Ah si? Ouais, ouais, ouais. Ah bah Je alors le dis là, avec ce alors ton-là parce que je suis hyper en retard, mais je suis hyper contente. Je pense que cette fois, ce sera vraiment le dernier. Ce que j'avais dit après, après le premier, j'avais dit: «Oh, je pense pas que j'en ferai un deuxième». Après le ouais. deuxième, j'avais dit: «Non, mais ça, c'est sûr que j'en ferai pas un troisième». Et là, je pense on avait Tu un sais peu ce qu'on dit, on un dit jamais 203, hein, donc oui, c'était c'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'avec Erol, on avait dès le début avec mon éditrice, on avait un peu dans l'idée de il y en avait voilà, il y avait une logique à en faire 3. Mmh. Donc je suis hyper contente de les faire. C'est juste que, bah, là, c'est voilà, j'ai vraiment du mal à j'ai vraiment du mal à trouver le temps pour le finir. Donc heureusement que j'ai la chance d'avoir un éditeur en or et où, ils me mettent pas du tout la pression. OK, bah, c'est franchement, c'est vraiment génial. Du coup, est-ce que tu peux nous parler quand même un petit peu, de l'écriture de patron? Je suppose que tu veux pas révéler le thème, de ce nouveau livre, mais parler des précédents? De l'écriture de livres, pas de patron, hein, on est d'accord? Oh Parce que moi, pardon! je sais pas écrire de patron. Je m'excuse. L'écriture de Hem, livres. alors, pour le premier, en fait, moi, c'était une période très, très, très bizarre de ma vie parce que, j'avais claqué la porte de ma boîte, je les ai attaqués en justice, j'étais enceinte de mon deuxième et Ah pour oui. moi, les grossesses, ça a été des périodes, voilà, j'avais des grossesses à risque, donc c'était pas des périodes qui étaient très sereines. Le fait d'avoir claqué la boîte de ma po de la je vais y arriver à chaque fois, la porte de ma boîte, c'était vraiment, il y avait des moments, je me disais: «Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?» Tu complètement dingue, d'avoir pris ce risque alors que tu avais, voilà, un bon poste et cetera. Et donc j'ai été contactée, c'est Erol qui est venu me chercher en fait, mon éditrice m'a trouvé mon blog. Elle a fait une recherche sur Google, comment tricoter des chaussettes. Elle est tombée sur mon blog et elle m'a écrit pour me proposer d'écrire un livre. Je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres maisons d'édition, mais avec Erol, c'est pour moi en tout cas, c'était un peu open bar. C'était moi qui décidais ce que j'avais envie de faire. Donc moi, je leur ai tout de suite proposé un livre de technique parce qu'en fait, j'avais déjà pensé, je m'étais déjà dit enfin, en gros, mon cheminement, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre, mais j'avais bien vu que moi, sur mon blog, les articles techniques, ils cartonnaient et même maintenant, ils continuent à très bien marcher. Je continue à avoir hyper souvent des messages de personnes qui en fait font des recherches sur Google, tombent sur mon blog pour comprendre les laines, comment bloquer un tricot, des choses comme ça. Mmh. Et je m'étais dit: «Il y a vraiment un manque, d'un livre purement technique» parce que des livres de tricot, il y en a des tonnes, mais c'est quasiment toujours des livres de patron avec une petite partie technique. Ensuite, il y avait des bibles de tricot, mais qui avaient 20 ans et qui étaient pas du tout mises à jour. Et donc, moi, je m'étais dit: «Voilà, ça manque quelque chose, qui réunisse ces techniques-là». Donc c'est ce que j'ai proposé à Erol, ils m'ont dit oui tout de suite et puis après moi, la façon dont ça s'est passé, c'est que je leur ai fait une proposition d'un plan. Donc on a à peine retravaillé ensemble, mais qui allait bien à mon éditrice. Après, j'ai rédigé un chapitre d'essai pour valider le ton, tu vois? Mmh. Vérifier que ma façon de rédiger, alors après moi, ça a été tout de suite, hein, j'ai pas eu de souci, mais je pense que l'idée derrière, c'est de valider que, tu pas un ton, trop tu sais, qu'il faut un peu de distance, quoi. C'est pas tu pas en train Oui. d'écrire un mail à un pote, donc il faut quand même, voilà, donc c'était juste ça et puis après, en gros, c'est toi qui fais comme tu as envie. Si tu as envie de faire, un chapitre et de l'envoyer à ton éditeur pour, qu'il valide au fur et à mesure, tu peux faire comme ça ou faire des paquets et moi, en gros, je crois que j'ai rédigé la totalité du livre et que je lui ai envoyé après. Ouais, je crois que j'ai fait pareil pour le mien, donc j'ai fait un gros Ouais. pavé, plam. Oui, parce qu'en fait, moi, ça avait enfin, pour moi, déjà pendant toute la partie de la rédaction, c'était absolument pas concret pour moi que, le livre, il allait sortir, qu'il allait être lu, que des gens allaient l'acheter. Enfin, j'étais tellement dans un monde un peu, Tu réalisais pas vraiment, bizarre, en fait? ouais, ah non, pas du tout et même quand je l'ai reçu, même quand j'ai reçu la version, enfin le livre, l'objet, j'étais émue, tu vois? Mais vraiment, ça restait un truc, pas du tout concret. Il a vraiment fallu qu'il y ait le lancement et que Erol commence à me donner des chiffres de vente pour que je réalise, que des gens l'achetaient quoi, tu vois? Mmh. Que c'était un vrai truc. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait aucun teasing, parce que, ça me traversait même pas l'esprit quoi. Donc j'ai vraiment bien aimé l'écrire. Le premier il s'est écrit relativement facilement parce que justement j'étais dans une période qui était, où j'étais très dispo.
Et en plus de ça, ça a été compliqué sur la fin parce que, ça par contre, je pense que tu l'as sûrement vécu dans l'édition, il y a toujours un retard de malade. Et Oui. donc, moi, j'ai envoyé mon manuscrit en août, fini, et on a commencé les vraies relectures. Donc, la partie, où c'est hyper chronophage parce que, tu as une relectrice qui reprend tout, qui valide toutes les formulations, qui corrige toutes les coquilles de français, de choses comme ça Alors elles et font un boulot, mais enfin de elles, eux, malade. ils font un Ouais. boulot de malade, hein, voilà donc Ouais, exactement et donc nous aussi en face parce qu'il faut tout revalider et oui. moi j'avais bien insisté sur le fait que j'étais enceinte, que mon fils allait naître début novembre et qu'il fallait que ce soit bouclé avant et j'ai reçu les premiers retours, mon fils Si tu avait me dis 4 le jours, quoi. 1er novembre. Ah bah non, il était né, quoi, mais il avait une semaine. Donc je crois que j'ai commencé à recevoir, les épreuves corrigées, à la maternité. Donc ça a été la période où c'était un peu compliqué parce que quand tu as un nourrisson et qu'on voulait qu'il sorte en février pour pas rater, en fait, le salon AEF et puis pour un livre de tricot, il fallait pas rater le coche. Donc ça avait été une période un peu stressante, mais sinon la partie rédaction, c'était vraiment cool Puis en plus, premier et enfant en plus, super. non, c'était mon Ah non, deuxième. c'était le C'était mon deuxième, deuxième. pardon. Je OK. Mmh. Non, c'était le deuxième. Je Pas connaissais pas un de peu, pas mais bon, ils ont 6 ans d'écart, donc c'était pas non plus, c'était pas tout jeune, quoi. mmh. Et puis c'était un livre qui a été relativement facile à rédiger parce que c'est que des techniques que je connaissais vraiment sur le bout des doigts, quoi, tu vois? Enfin, Mmh. c'était que des choses que j'avais tu vois? Je les refaisais à chaque fois, je refaisais les mouvements en rédigeant pour ne rien oublier, mais Mmh mh. c'était quand même quelque chose que je maîtrisais. Alors que le deuxième livre, ça a été, une autre paire de manches parce que j'avais déjà monté la société. Mmh. Donc je l'ai rédigé alors que j'avais aussi ma société de tissu à gérer à côté et puis, le deuxième, c'était des techniques beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à rédiger de façon intelligible et donc Mmh. j'avoue que là, ça a été une période enfin la rédaction a été plus difficile, même si ça a été facilité parce que j'en avais déjà fait un, donc je connaissais quand même un peu les ficelles. Mais par contre, le contenu était plus dur et la partie tricot était beaucoup plus longue aussi, enfin tu vois? Oui, forcément. Dans le premier, j'avais mis des photos, beaucoup de photos qui venaient du blog en fait, de tricot que j'avais fait depuis longtemps. Alors que là, pour le deuxième livre, j'avais une liste de choses à faire, à mettre dans le livre avec les partenaires et tout et c'était un peu du tricot, intensif par moment, pour tout finir. Ouais, j'imagine. Mais après, c'est une grande joie, hein, d'écrire des livres, enfin, tu l'as vécu et puis après de rencontrer son public, d'avoir des gens qui te remercient parce que, ils ont découvert des nouveautés, parce qu'ils se sont lancés au tricot avec mes livres. Moi, ça c'est quelque chose qui me met toujours autant en joie, C'est plusieurs une années vraie après, quoi. récompense. Ouais, ouais. Oui et puis de voir, moi le 2e livre a très bien marché, mais le premier, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont acheté et qui ont appris ou qui ont progressé avec, hein. Donc ça, c'est inestimable, hein. Mmh. Tu m'étonnes. OK, alors du coup, on va parler quand même un peu tricot. Mais oui, avec joie. En ce moment, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Est-ce que tu as quelque chose sur tes aiguilles d'ailleurs? Oui, j'ai toujours quelque chose sur mes aiguilles, même si là, je vais un peu moins vite. J'ai 2 pulls en ce moment sur mes aiguilles. J'ai le pull Boris de, Aurélie Lapoule Mmh que mh. je tricote avec la laine de mon amie Simone. Donc c'est, un mohair et un fingering, dans un coloris, qui a une espèce de jaune moutarde très lumineux qui s'appelle Sunny. Mmh. Et l'autre pull que j'ai sur mes aiguilles, c'est le Whitmoor. Par contre, je n'ai pas le nom de la créatrice en tête. C'est un modèle en anglais. Alors, je vais quand même essayer de te trouver le nom parce que ça m'énerve de ne pas le dire sinon et je le tricote, donc c'est pareil, c'est un mélange, fingering et mohair et alors attends, je vais le trouver, Whitmore Sweater, c'est de qui? Amy Loudon, voilà, qui est disponible sur Ravelry et je le tricote en fait avec, la laine de la bien-aimée. Donc c'est un fil mohair et un fil de cachemérino dans le coloris qu'on a conçu Joli. ensemble, donc c'est le coloris Lise, voilà. Mmh. Sympa, ça va être de belles pièces à mon avis. Hâte que tu Oui, les montres. j'ai en fait, j'ai un peu arrêté le Boris parce que,
il va être super, mais je sais que je vais le finir, mais c'est une construction que j'aime pas du tout. C'est une construction de bas en haut où en fait tu fais d'abord le corps de bas en haut, après les manches de bas en haut et après il Mmh. faut tout réunir. Et c'est Ah vrai que oui. là, c'est un pull qui est ouvert sur le devant, et qui est fermé avec des boutons sur, le raglan en fait, il est ouvert et il est fermé par des boutons, donc il y a pas d'autres possibilités à mon avis pour le faire. Mais c'est pas ce que j'aime le plus, donc c'est vrai que là, j'ai fini le corps, donc il faut que je fasse les manches et j'étais un peu démotivée et comme j'avais un peu du mal à me remotiver en tricot, je me suis dit: «Je vais me mettre autre chose sur mes aiguilles qui va me motiver et puis quand je l'aurai fini, je sais que je reprendrai l'autre, en me disant: "Allez, c'est bon, ça va aller vite maintenant"». OK. Oui, c'est vrai que les constructions bottom-up, c'est pas non plus quelque chose que je préfère. Je trouve ça, pour le coup, moins logique que le top-down. Ouais. Oui et puis en plus Heu, alors autant le si tu veux le bottom up où après tu remontes pour les manches et les manches tu les fais en top down, ça va, mais alors là, quand il faut, je déteste le moment, tu sais, où tu dois raccrocher le corps et les manches oui, ensemble. Alors ça, c'est c'est vraiment un truc, que j'aime pas du tout. Tu as quand même, c'est vrai quand tu es en top down, tu as ce moment où enfin tu sépares le corps avec les manches et tu as beaucoup moins de mailles et c'est génial. Là, c'est l'inverse, tu te retrouves avec des tonnes de mailles qui en plus sont difficiles à manipuler sur les premiers rangs. oui. Donc voilà, ça m'a un peu comme j'étais pas comme voilà, j'avais moins de temps, pour tricoter et que j'étais un peu, démotivée côté tricot, je me suis dit: «Bon, je vais faire autre chose un petit peu et puis j'y reviendrai». D'où l'autre pull, du coup. Voilà, c'est ça. En plus avec un coloris, rose qui donne la pêche. Oui et puis c'est mon coloris, alors c'est vrai que je m'en lasserai jamais, enfin, tu vois, on l'a enfin, c'est vrai quand on a fait ça avec, quand Aimée m'a proposé ça déjà, moi j'en revenais pas qu'elle me propose un truc pareil Bah et oui, d'ailleurs, puis, comment ça s'est passé, la création de ce coloris? bah, c'est vraiment en fait, Aimée était partenaire du deuxième livre et donc on s'était rencontrés à sa boutique, relativement longtemps avant la sortie du livre, mais voilà, je pense que c'était, je sais plus pourquoi, j'étais à Paris, bref, ça tombait bien et puis c'était pour faire la liste des projets ensemble, que je récupère la laine, voilà, qu'elle me donnait, justement pour faire une un et puis, c'est elle qui me l'a proposé quoi, qui m'a dit: «Ça pourrait être sympa de faire, pour accompagner le lancement, de faire un coloris ensemble». Alors là, moi, j'étais comme 2 ronds de flanc qu'elle me propose ça, hem et puis, ça a été hyper facile parce que moi, j'avais dans cette enfin, si tu veux, j'ai regardé sa palette de coloris pour pas proposer quelque chose, qui existe déjà. Enfin, typiquement, moi, les coloris que j'aime, le bleu marine, le rose poudré, bah, elle en avait déjà, donc ça avait pas de sens et en revanche, j'adore le framboise et il y en avait pas dans sa palette, enfin, en tout cas, pas comme moi je le voyais et donc on a juste fait, moi, je lui ai juste fait un tableau Pinterest avec, des exemples, de coloris avec le Pantone que j'aimais bien, Mmh. des exemples de pulls que j'avais trouvés dans le prêt-à-porter qui étaient pile dans la couleur que je voulais. Elle m'a dit oui tout de suite, donc là-dessus, j'étais super contente et puis après elle a fait des tests, donc elle m'a envoyé 3 propositions, et on était d'accord sur, la même qui nous plaisait le plus et puis voilà. Donc ça a été vraiment, très, très facile, quoi. C'est quand même super classe d'avoir une laine, à son nom, hein. C'est comme, Oui, oui, j'avoue, hein. J'avoue que c'est pour ça que je m'en lasse pas. J'ai envie d'avoir, une pièce, tu vois, de un gros gilet, un petit pull, un petit gilet, un châle, enfin j'ai envie d'avoir, de tout dans ce coloris, quoi. tu sais, ça me fait penser, quand j'ai vu sortir ce coloris, j'ai pensé: «Ah, c'est comme les roses», tu sais, il y a les roses Bonaparte, il y a les roses, Pompadour et cetera. Oui, Et ça me faisait penser à ça, en fait. Les roses, les fleurs, du coup, je parle, oui, oui, plus oui. la couleur. Oui, oui. Bah, voilà, Hem, bah, là, c'était la laine, le rose lise. franchement, c'est super chouette. Toi, du coup, tu disais, tu ne crées pas de patron, pas de tricot, mais du coup de couture. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te lancer dans l'habillement pour les patrons de Non, parce couture? qu'en fait, moi, j'arrive même pas à concevoir que ce que je propose soit vraiment des patrons. Après, c'est vrai que, je propose des tutoriels qui sont hyper détaillés pour les accessoires que je vends sous forme de kit. Mmh mh. Parce que je me souviens très bien quand je me suis lancée il y a des tonnes de tutoriels gratuits et c'est un peu la même démarche que pour le livre. C'est-à-dire que les seules critiques que j'ai eues pour le livre, «Je me mets au tricot», bon, à part, j'ai eu pas mal de mamies qui me disaient: «Mais c'est nul, il y a pas de patron», parce qu'elles, elles sont habituées à ce qu'il y ait des patrons. Après, c'est pas du tout une critique vis-à-vis des mamies parce que moi, j'adore les mamies qui me suivent parce qu'il y en a vraiment beaucoup et au contraire, il y en a des
tonnes qui ont acheté mon livre, des tonnes qui sont venues me rencontrer, qui tricotent pour elles, qui tricotent pour leurs petits-enfants et Mm. qui, au contraire, adorent se lancer dans des nouveaux, dans des nouveaux challenges en tricot. Donc, c'est pas du tout. Mais il y a quelques personnes, voilà, surtout dans les rencontres, en fait, tu vois, dans Oui. les boutiques où elles viennent à la boutique pour. Pas parce qu'il y a la rencontre, et puis elles découvrent le livre, et puis elles vont dire non, mais c'est nul, il y a pas de patron dedans. Et le pire, tu Euh, vois, c'est que quand il y a ça, ce genre de paroles, c'est pas méchant souvent. non, ah non, c'est c'est jamais jamais méchant, c'est méchant. juste leur ressenti, ouais. C'est juste dit comme ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que j'ai ri. C'est qu'en fait, chez les grand-mère qui tricote, on va dire, il y a une sorte de lâcher. C'est vraiment, c'est authentique, c'est complètement Oui, c'est authentique. ça, C'est elles genre, sont très ah non, mais nature. ça j'aime pas, tu vois. J'aime pas, oui. Bon, elles se rendent pas compte que toi en face, t'es là, mais pourquoi? Et donc, ce que je disais, en fait, c'est comme sur le livre. Alors, attends, je reprends le fil de mes pensées, une minute, parce que du coup, le lien, c'était. Oui. Et donc, à part voilà, cette critique de certaines mamies, une des critiques que j'ai eues de temps en temps, c'était de me dire ah non, mais de toute façon, il y a tout gratuit sur YouTube. Et Ah, c'est vrai ça. qu'il y a tout gratuit sur YouTube. C'est vrai, enfin, je veux dire, des vidéos de tricot, il y en a des millions et des millions, et c'est tant mieux, mais c'est pas la même approche d'avoir. Et en plus, elles sont de très bonne qualité. Mais le point d'avoir. Déjà, c'est pas le même apprentissage. Il y a des personnes qui vont préférer avoir un apprentissage écrit dans un livre ou sur une vidéo. Mm. Et pour moi, en couture, c'est un peu la même chose. C'est que des tutoriels gratuits pour coudre une pochette, pour coudre un tote bag, il y en a des tonnes. Mais moi, quand je me suis lancée en couture, j'avais vachement de mal déjà à m'y retrouver, avec quel tutoriel suivre. Souvent, les finitions, elles étaient assez bâclées ou elles étaient expliquées très rapidement. Et moi, j'arrivais jamais à avoir un beau résultat. Et comme je suis très pénible et très perfectionniste, ça m'énervait si les coins de la fermeture éclair, ils n'étaient pas super jolis. Ça m'énervait si le raccord du passepoil, il n'était pas bien fait. Et donc, moi, les tutoriels que j'ai conçus pour les kits de couture, ils sont hyper, hyper, hyper détaillés parce que je suis dans une logique de me dire, mets-toi dans la peau d'une débutante qui n'a jamais cousu. Jamais, jamais, Mm. jamais. Donc, elle ne sait pas quelle est la longueur de point qu'elle doit mettre. Elle ne sait pas comment coudre un passepoil. Elle ne sait pas comment coudre une fermeture éclair proprement. Et donc, je sais que sur les kits, j'ai toujours eu des retours super positifs justement là-dessus en me disant mais le tutoriel, on le suit, on n'a aucune difficulté, voilà. Et c'est pour ça que j'appellerai pas vraiment ça des patrons. Alors c'est vrai qu'à la limite, le dernier que j'ai sorti, le sac week-end, c'est vraiment le plus complexe. Et il y a vraiment, je crois que le tutoriel, il fait quasiment 15 pages parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et que je me casse vraiment la tête pour que les finitions soient parfaites. Donc les kits ont tendance à beaucoup évoluer par rapport à ça pour que ce soit le mieux expliqué possible, le plus clair, etc. Mais ça reste des accessoires. Donc, moi, je vais définir la taille qui me paraît la plus pertinente par rapport à mes besoins à moi. Quand je pars en week-end, les cabas, ils sont très grands parce que moi, je trimballe hyper souvent mon tricot avec moi, tout le bazar des enfants, etc. Mais ça reste très, très basique. Et vraiment, la partie me lancer dans des patrons de couture, de vêtements, ça me tente pas du tout. Et je suis toujours un peu convaincue qu'il faut être expert dans son métier. Moi, j'ai souvent le sentiment que Après, il y a peut-être des grosses marques qui arrivent à tout faire, mais moi, je vois encore des tas d'améliorations que je peux faire sur les produits que je propose aujourd'hui. Avoir des tissus d'encore meilleure qualité. Il y a plein d'idées que je n'ai pas encore réussi à mettre en œuvre. Et donc, je veux me concentrer. Moi, mon métier, c'est produire des jolies choses avec des motifs, décliner les motifs sur les kits, sur les pins. Là, je vais faire des petits ciseaux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais je trouve que l'offre, en plus de patrons de couture, elle est hyper dense et on a la chance d'avoir des créatrices qui ont énormément de talent. Et moi, je préfère travailler en fait avec ces créatrices que j'apprécie plutôt que de venir, moi, rajouter quelque chose qui ne sera pas forcément au même niveau de qualité. Mm.
Donc, Ouais, c'est je pour ça, comprends. tu vois, que j'ai sélectionné mes créatrices, entre guillemets, préférées pour vendre leur patron à la boutique et mettre en avant, tu vois. Donc, il y a des marques qui vendent pas leur patron directement. Donc, forcément, je les adore aussi, mais je peux pas les proposer. Mais à l'heure actuelle, j'ai Cozy Little World, j'ai Atelier Scamid, j'ai PM Pattern, je vais avoir Maison Fauve. Et c'est vraiment des créatrices que je trouve hyper talentueuses. Et je suis vraiment plus contente de mettre en avant leur travail et de pouvoir, moi, coudre leur patron, les mettre en avant sur les réseaux sociaux et vendre leur patron sur la boutique en ligne et à la boutique physique, plutôt que moi me dire je vais me mettre à faire mes propres patrons. Hmm. Ok, non, mais je comprends, c'est un choix. Et d'ailleurs, du coup, tu dis que tu as plein d'autres idées pour Liz Taylor, pour la marque Liz Taylor, euh, et que parfois, tu n'arrives pas toujours à les concrétiser. Comment tu gères ce... Alors, je veux pas dire que c'est un échec parce que c'est pas le cas, mais je sais ce que c'est parce que des idées, j'en ai beaucoup trop. Mm. Et parfois, en effet, ça ne peut pas toujours se réaliser. Donc, comment tu fais pour gérer ces moments où tu es à fond sur un projet, tu te dis, bon, je vais faire ça. Et en fait, au bout de, je sais pas, un certain temps, tu te dis, ah ben non, en fait, ça va pas être possible pour X raisons. Comment tu gères ces moments-là? En fait, je pense qu'à force d'échecs, on apprend à mieux le gérer, tu vois, parce que moi, au début, quand j'ai voulu me lancer, ça a été tellement dur. Parce que déjà de trouver des prestataires, c'était hyper difficile parce que quand t'as pas de, enfin, tant que tu n'es pas lancé, les gens, ils viennent sur moi. Je disais, voilà, j'ai un site, où les gens, ils allaient chercher listaylor.com, ils tombaient sur un blog et ils se disaient, bah, c'est bon, c'est pas sérieux. De la même manière, forcément, au début, je faisais des toutes petites quantités. Et donc, trouver des fournisseurs qui te font confiance, c'est hyper difficile. Donc, moi, j'ai lancé la première collection en décembre. Ça devait sortir en octobre. Je me souviens que des moments de désespoir et de larmes, j'en ai eu des tonnes au début. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, ma devise, c'est vraiment de me dire un pas après l'autre. Et hyper souvent, dans les gros moments de stress, je me dis, voilà, c'est quoi l'étape 1 la plus importante? Parce que plein de fois, surtout dans le fait de grandir, parce que moi, la société, elle grandit beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé. Et Mhm. parfois, tu vois, c'est un peu comme une vague qui te surmonte où tu te dis mais comment je vais réussir à faire ça? Et donc c'est bon, allez, on réfléchit un pas après l'autre et puis on va finir par y arriver. Et après, moi, je me prends des portes encore hyper souvent où j'envoie des mails qui restent sans réponse. Je téléphone et tu sens que les personnes, elles sont pas intéressées. Et pour moi, ça va aussi un peu avec le syndrome de l'imposteur où moi maintenant, je le ressens moins. Au début, je le ressentais énormément. Et je pense que comme toi, tu le ressens, les gens en face le ressentent et ont moins confiance en toi. Mm. Donc les échecs, enfin, moi, tu vois, j'aurais même pas vraiment d'exemple concret. C'est plus des moments où tu reçois. Enfin, par exemple, la toute première collection, j'étais passée par une usine qui maintenant est en énorme difficulté financière, et j'ai eu au moins 3 productions qui ont été, qui n'étaient pas, ou eux-mêmes m'ont dit, elles sont pas au bon niveau de qualité. Et donc toi, tu attends ta prod et on te dit, ah bah non, mais en fait, tout part à la poubelle. Et là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et puis après, rebelote, bam, une deuxième fois. Et donc, tu es là, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont réussir à me sortir un truc de correct? Donc, à l'époque, moi, j'étais complètement démunie face à ça. J'avais l'impression que je ne trouverais jamais d'autres solutions. Maintenant, je commence à avoir un réseau qui est plus grand, j'ai moins peur de contacter les marques. Et puis aussi, il y a des projets qui, en comparaison, avancent hyper vite. Donc, tu vois, par exemple, je n'ai pas d'exemple là tout de suite. Si, par exemple, tu vois, des produits, moi, qui marchaient bien, c'était les tissus à pois qui Mm. plaisaient vachement. Sauf que l'usine, elle a fermé. Et puis, j'ai pas trouvé de remplaçant. Donc là, maintenant, je commence à avoir des pistes. Donc, c'est un peu rageant parce que quand tu as tes clientes qui t'écrivent en disant qu'elles ont adoré tel imprimé et puis que toi, tu peux plus le ressortir, c'est quand même super frustrant. Oui. Mais d'un autre côté, je vais avoir des projets comme les porte-aiguilles aimantées pour la broderie, les needle minders, où c'est vraiment un truc où j'ai eu l'idée un matin pendant le confinement, où je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais faire ça. Et franchement, c'était plié en 3 jours, quoi. Parce que j'avais déjà le prestataire pour les pins, que je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait me faire ça, que oui, il pouvait le faire. J'ai validé que l'aimant, il allait être méga puissant pour être sûr que l'aiguille, elle allait super bien tenir. Et puis
voilà. Donc, tu as ce côté où des fois, il y a des trucs où c'est une grosse galère et puis d'autres fois, il y a des trucs où ça va tellement vite et le produit, il plaît aux clientes et du coup, c'est génial que ça te porte. Mm. Et puis maintenant, c'est vrai qu'1 an et demi après, j'ai quand même, un bon réseau, un peu de tout. Parce que moi, un truc dont je reste vraiment intimement convaincue, c'est qu'il faut s'entourer d'experts. Donc Oui. maintenant, j'ai un développeur qui gère mon site et donc, bah, tu vois, là, ce matin, avant de t'avoir au téléphone, il rentrait de vacances, il a reçu ma liste de, tous les trucs auxquels j'ai pensé pendant ses vacances qu'on pourrait faire pour améliorer le site. Je pense qu'il faut, voilà, il faut faire confiance aux experts, tu vois, à des gens qui vont avoir des bonnes idées et que toi, tu peux pas tout savoir. Bah, par exemple, tu vois, pour les kits, je passe par une graphiste qui s'occupe de faire la mise en page des tutoriels pour que ce soit hyper joli et hyper quali. Les pins, c'est pareil, j'ai toujours une idée hyper précise de ce que je veux, mais je les fais faire par quelqu'un. Comme ça, quand je les envoie à l'usine, je sais que c'est nickel. Donc voilà, donc il y a ce truc de faire confiance aux gens, faire confiance, quoi, de ne pas s'imaginer qu'on est capable de tout faire tout seul. Oui. C'est vrai qu'en plus, enfin, moi j'ai de la chance, il y a Matou qui m'aide beaucoup, mais c'est vrai que, et en plus il a des compétences que moi je n'ai pas. Mais c'est vrai que quand tu dois gérer du coup toi une boutique, donc comme tu dis, site internet, les graphismes, parfois la gestion des clients si tu en as plusieurs et qu'en plus tu dois répondre au téléphone, l'usine qui appelle et t'attendais l'appel depuis 3 mois, etc. C'est ça. Ça commence à va falloir faire les dons Ouais. d'ubiquité. En fait, c'est pour ça que j'embauche et puis c'est aussi pour ça que la boutique, elle est ouverte que 3 jours par semaine. Mmh. Parce que comme ça, j'ai le lundi et le mardi où je peux faire d'autres choses, notamment préparer les commandes. Le mercredi, je m'occupe des enfants. Et la boutique, elle est ouverte jeudi, vendredi et un samedi sur 2 parce que sinon, je ne pourrais pas. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment, tu vois, par exemple, un bon exemple où j'étais un peu fière de moi par rapport à comment j'aurais réagi il y a 1 an. Là, cette semaine, j'ai mon centre logistique qui a filé 15 rouleaux de tissu au mauvais transporteur. Oups. Donc franchement, je les blâme pas parce qu'il y a un transporteur qui s'est pointé, qui a dit qu'il venait chercher 15 colis et ils ont pas pensé à vérifier si c'était les miens ou pas. Alors que moi, je leur avais bien dit, le transporteur, je l'ai booké, il vient vendredi. Donc c'est vrai que le fait qu'ils se pointent le mardi, ça aurait pu leur mettre la puce à l'oreille, tu vois. Et donc ils m'appellent en me disant: «Ah Alice, c'est bon, les colis sont partis et tout». Je leur dis: «Mais qui est passé?» «Ah bah tel transporteur». «Ah non, mais c'est pas eux que j'ai booké». Et franchement, pendant 48 heures, on savait pas où ils étaient. Oh là là. Mais bah, j'ai pas paniqué, tu vois? Je me suis dit, «Franchement, qui va te piquer des» enfin, tu vois? Qui va Qui va piquer ça, quoi? Je veux dire, c'est 15 colis, enfin de 15 rouleaux rouleaux de de tissu, tissu, personne va, il y a aucune chance que quelqu'un se dise: «Ah mais quelle chance, génial, je vais les garder et tout». Donc je m'étais dit: «Voilà, ils vont forcément réapparaître dans la nature à un moment» et en effet, ils ont fini par, réapparaître. Mais je pense qu'il y a 1 an de ça, j'aurais été, aux 400 coups, quoi. J'aurais été, complètement démoralisée et puis de ce fait-là, j'ai pas transmis de stress à la personne qui gérait, qui elle, au centre logistique, était vraiment super, super stressée et plein de fois, je lui ai dit: «Mais c'est pas grave, on va les retrouver, vous inquiétez pas». La psy, en fait, tu faisais la psy pour la logistique. Bah, je trouve qu'il faut faire attention tu vois, les erreurs, il y en a des moi, j'ai la chance de voir que c'est hyper rare, mais vraiment hyper rare. C'est arrivé 2 fois. En fait, j'ai 2 mauvais souvenirs de clientes pas sympas. Mmh. Donc en 1 an et demi, 2 fois, c'est quand même vraiment pas énorme et des problèmes, ça arrive. C'est aussi pour ça que le fait de recruter quelqu'un, ça m'inquiète pas du tout parce que j'en ai fait tellement des erreurs, j'en fais pas des tonnes, hein, attention, mais oui, ça m'est arrivé de me tromper dans le nombre de boutons, de faire un mismatch de commandes, des choses comme ça. Et après, moi, j'ai jamais eu de cliente qui en ait fait un scandale. Elles savent très bien que derrière, c'est une petite société. Moi, ce qui m'arrive parfois, par contre, c'est des nouvelles clientes qui trouvent que les délais d'envoi sont trop longs, alors que pourtant, je peux te dire que je fais souvent, la majorité des commandes, elles partent sous 2 jours. Mais c'est vrai que quand il y a un lancement de collection et que je me retrouve avec des centaines et des centaines de commandes qui arrivent en un seul jour, bah, automatiquement, c'est un peu plus long. Et on est dans une société où les gens ont un peu le réflexe de Amazon, où ils pensent qu'ils ont passé leur commande le lundi, elle va être livrée le mardi ou le mercredi. Donc Oui. ça, de temps en temps, je dois rappeler que non, je suis toute seule, donc ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment la chance d'avoir des clientes hyper bienveillantes, hyper gentilles,
qui comprennent qu'il peut y avoir des ratés. Et donc, moi, c'est pareil, je comprends bien avec mes usines en face qu'il peut aussi y avoir des ratés. Il ne faut pas non plus oublier que là, on sort quand même d'une période particulièrement difficile. C'est Et même vrai. si beaucoup de gens ont le sentiment que les choses, elles avaient redémarré comme avant, moi, je sais bien que toutes les usines derrière, elles ont fermé, certaines pendant 3 mois. Et qu'elles ont accumulé les commandes en retard, qu'elles ont repris à temps partiel et qu'on ne peut pas imaginer que tout arrive à la même vitesse qu'auparavant, quoi. Oui, il y a eu quand même un arrêt total, hein, donc avant de faire, c'est pas, en fait, comme tu le dis, il y a un gros syndrome, je pense, dans notre société actuelle, c'est le syndrome de l'immédiateté. On a l'impression que, hop, on arrête les usines d'un coup, hop, on les remet d'aplomb d'un coup. Euh, non, c'est même l'arrêt, il s'est fait. Enfin, s'il y a d'autres triconautes qui nous écoutent qui sont dans le domaine industriel, elles savent de quoi je veux parler. Il y a des moments où, en fait, quand tu dis à une usine d'arrêter, en fait, ça va mettre 4 jours à s'arrêter parce qu'il faut couper les machines, il faut le temps de faire en sorte de terminer la commande qui est en train de tourner et on peut pas arrêter la machine parce que X raison. Oui, Euh, moi je sais que dans le tissu, c'est des machines qui ne sont pas censées s'arrêter. Normalement, elles doivent tout le temps tourner. c'est des Donc le fait que rotatives, hein, les... c'est. Oui ou pas, enfin certaines, il y en a, c'est de l'impression numérique, mais en tout cas, si tu veux, c'est des choses où elles ne sont pas censées s'arrêter. Donc quand tu les arrêtes, le fait de les redémarrer, elles ne redémarrent pas tout de suite du tout. Il faut refaire des tonnes de tests, vérifier que l'impression elle est bonne, parce que sinon tu vas avoir des loupés au niveau de... Moi, j'ai eu le cas avec un des tissus d'ailleurs, où j'ai reçu toute une production qui était toute tachée et je ne me suis Oh. pas rendu compte tout de suite. Donc voilà, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, on sait que de toute façon, il va y avoir un peu des... ça va être tout le temps comme ça, va toujours y avoir... il y aura... Et puis en plus, moi, plus je grandis, plus il va y avoir des moments comme ça avec des choses qui se passent bien et puis parfois des choses qui se passent mal. Et si à chaque fois, je me mettais un ulcère, je ne tiendrais pas trop dans la durée. Oui, en plus, là, comme tu disais, tu étais fatiguée, donc là, c'est important de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, par rapport à la gestion de toi, ton entreprise, ça se passe bien? Tu arrives bien maintenant à bien gérer les deux? Parce que lorsque j'avais regardé un podcast, j'avais cru comprendre que c'était un petit peu compliqué parce qu'en plus, tu étais encore chez toi à l'époque, donc tu avais les tissus dans le salon, etc. C'est pas forcément facile de couper et de dire non, là, c'est bon, je sais pas, c'est 20 heures, j'arrête de travailler, je me pose, je fais un truc que j'aime. Non, franchement, j'y arrive toujours pas. J'aimerais dire que oui, mais tu vois, là, par exemple, cette semaine et la semaine dernière, c'est plus calme. Parce que donc, ça va mieux. En fait, en gros, tu vois, par exemple, pour parler du tricot, le tricot, pour moi, c'est une super bonne jauge de mon niveau de stress. Parce qu'en ce moment, je me suis remise à tricoter le soir. Parce que justement, j'ai pas mal de projets qui étaient sur les rails, notamment la traduction du site. En fait, tu vois, j'ai lancé le recrutement et la traduction du site en même temps, un peu, un peu sur un coup de tête, juste pendant les soldes en plus. Et en fait, Mm. ça m'a rajouté une quantité de travail que j'avais absolument pas anticipée parce que j'ai reçu énormément de candidatures. J'aurais jamais imaginé en recevoir autant. J'ai reçu énormément de propositions pour traduire le site. À côté de ça, c'était les soldes, donc je recevais une tonne de commandes. Et là, ça a été des semaines qui ont été vraiment difficiles parce que moi, je trouvais ça tellement incroyable que tant de personnes candidatent. Il était hors de question de faire la boîte RH en disant bonjour, votre candidature n'a pas retenu notre intention, merci, à bientôt. Donc, si tu veux, même si j'ai fait une sélection, j'ai répondu absolument à tout le monde en expliquant un peu pourquoi les profils n'étaient pas retenus. Bref, c'était vraiment très chronophage. Et là, moi, j'ai tendance à me mettre vraiment la pression toute seule. Donc, ça, c'est un des trucs sur lesquels j'essaye de travailler beaucoup, de me dire non, mais quand tu rentres de congé, en fait, les clientes, elles peuvent attendre. Tu vois, là, quand je suis rentrée de congé, j'ai eu un souci de livraison du papier de soie dans lequel j'enveloppe les commandes, donc j'en avais plus. Je l'avais commandé pendant mes vacances pour être sûre de l'avoir à mon retour. Et en fait, le colis il a été endommagé. Donc, si tu veux, du papier de soie qui est endommagé, tu ne peux pas t'en servir. Oui. Donc, il a fallu qu'il m'en renvoie. Et franchement, j'étais vraiment, je me disais, mais au début, je me disais, oh là là, mais c'est horrible, les clientes, elles vont attendre et tout. Puis en fait, tu te dis, non, mais franchement, on est le 17 août, je pense que les clientes, ça ne va pas les traumatiser de voir que leur commande, elle va partir vendredi au lieu de partir lundi. Et j'ai pas eu une personne qui s'est plainte d'ailleurs. Mais moi, tu vois, toute seule, je vais me dire, mon Dieu, mais tu les fais patienter, c'est horrible. Tu ne réponds pas à un mail à 22 heures un dimanche, c'est horrible.
alors que personne le ressent comme ça. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est souvent nous-mêmes, hein, qui nous mettons Et puis, la ouais, c'est pression. ça. Puis là, pendant les vacances, en fait, j'ai eu pas mal de bugs, en fait, sur le site qui sont vraiment pas du tout tombés au bon moment. Et donc j'ai très, très peu coupé parce qu'en fait, là, j'ouvre la vente aux revendeurs, sur la prochaine collection et j'ai voulais m'en occuper, vraiment, je voulais que ce soit fait avant de partir en vacances et puis, en fait, j'ai eu des tas de soucis avec l'application que je vais utiliser pour eux. Donc voilà, donc c'était plein de trucs comme ça où tu peux pas anticiper, et je sais que la prochaine fois, l'année prochaine, j'aurai quelqu'un. Donc ce sera moins la panique de se dire, «Je m'en vais pendant 15 jours, il y a personne à la boutique, il y a personne pour les réceptions de commandes». Donc en gros, forcément, moi, mon centre logistique, ils vont avoir des questions, donc ils vont me téléphoner pendant mes vacances. Forcément, je vais Oui. répondre. J'ai une personne, qui m'aide énormément dans le sourcing, des matières. Quand il va m'appeler, je vais répondre et donc c'est quand même très difficile, surtout quand tu accumules les bugs derrière sur ton site qui est quand même ton outil de travail. C'est un Mmh. peu délicat de vraiment, vraiment couper. Donc Oui. c'était un truc qui inquiète beaucoup ma mère. Donc quand on était en vacances chez eux, elle n'arrêtait pas de me dire: «Mais arrête, arrête de travailler». Mais voilà, mais je sais que, là maintenant, il y aura quelqu'un et que donc ce sera différent la prochaine fois et puis moi, je trouve toujours, voilà, là, il y a eu une période qui était un petit peu dense, mais au final, j'aime bien, et l'autre jour justement, j'en parlais avec Aimée, voilà, qui est une superbe entreprise et où je disais: «C'est tu regardes tes premières étapes avec nostalgie et avec, tu vois, une forme de bienveillance vis-à-vis de l'ancien toi, en te disant, tu regardes un peu le chemin parcouru. Moi, je sais que la toute première vente que j'avais faite, j'avais pas du tout anticipé que j'aurais autant de commandes, j'avais pas d'étiquette autocollante. On avait passé le week-end avec mon petit garçon qui me coupait au massicot les étiquettes, qui m'aidait à les coller et tout et puis je portais tout à la poche. Je me souviens quand, j'ai fait les préventes du livre de Je deviens expert, pareil, j'avais pas Oh du là. tout imaginé que j'en vendrais autant Mmh. et quand j'ai reçu, les livres chez moi, en fait, je reçois un coup de fil d'une boîte qui me dit: «Oui, bonjour, on a une palette à vous livrer» et moi j'étais là: Une palette? «Palette? Mais quoi?» Et puis alors vraiment je comprenais pas, j'étais là, je fais: «Mais qui m'envoie une palette?» Puis il me disait: «Ah c'est la société machin». Ah mais c'est mes livres, c'est une palette! Alors, j'avais Oh halluciné là et puis là. mon chéri était en déplacement, donc il pouvait pas m'aider, donc c'est mon père qui est venu m'aider pour réceptionner la palette et porter les bouquins à l'étage, enfin tu vois? Ah bah oui, parce que du coup, tu es en appartement. Oh là Oui, j'étais en là! appart en plus, donc c'était pas donc c'était mais tu vois, tout ça, sur le coup, tu te dis: «Comment est-ce que je vais gérer?» Et puis en fait, tu trouves des solutions et puis après tu y repenses avec nostalgie en te disant: c'était les débuts, voilà, maintenant moi les tissus, si tu veux, les tissus, les kits, tout arrive à la boutique, tout est prêt à vendre, les kits, pendant un an, je les coupais par terre, quoi. Je me mettais à 4 pattes dans mon salon, je nettoyais tout et puis j'étais à 4 pattes par terre à couper le molleton, pour l'envoyer et tout, j'aurais pas pu continuer très longtemps, hein, parce que c'était vraiment, mais bon, c'est comme ça qu'on démarre, quoi. Oui, c'est sûr, hein. Mais il faut bien démarrer quelque part. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant justement, ton démarrage et cetera, qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi d'il y a du coup, 2 ans? Qu'est-ce que tu Je lui dirais? dirais je dirais: «Respire, ça va bien se passer». Non, mais en fait, si tu veux, moi, je me souviens qu'avant de me lancer, j'avais dit à mon chéri: «Dans un an, je regarderai en arrière et je rigolerai face à toutes mes erreurs» et c'est exactement ça. J'ai fait des tas d'erreurs, mais au final, elles ont pas impacté la qualité des produits que je proposais, elles ont pas impacté le développement de la société, donc je me dirais: «C'est pas grave, quoi». Tu vois? C'est pas grave, stresse pas, un pas après l'autre, tu vas trouver des solutions, ça va avancer et puis ça vaut le coup aussi. Mmh. Parce que j'en ai jamais trop douté pour être honnête, parce que j'ai eu la chance en fait comme j'avais déjà moi je me suis lancée et ça c'est une grosse différence par rapport à beaucoup de personnes qui démarrent, c'est que moi je me suis lancée avec déjà une grosse communauté qui me connaissait. Mmh. Donc je me suis lancée avec ce soutien d'une clientèle qui était déjà là, en attente et donc moi dès le premier jour où j'ai mis des choses en ligne sur la boutique, j'ai eu des achats, même beaucoup parce que, je me suis pas lancée. Je me suis lancée alors que j'avais un blog qui tournait depuis, 3 ans, que j'avais le podcast où j'avais déjà fait,
30 épisodes, j'avais déjà sorti un livre. Donc ça facilite les choses. Après, le versant, c'est que j'arrivais pas du tout, pendant très longtemps, j'arrivais pas du tout à évaluer les quantités. J'avais toujours peur d'avoir trop. Et en fait, j'avais jamais assez. Et donc, ça crée beaucoup de frustration parce qu'il y avait jamais assez. Et donc, il y avait beaucoup de clientes qui étaient souvent déçues parce que, au début, ça partait très vite, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Ben écoute, ça fait pas mal d'infos. Oui. Est-ce que tu, d'ailleurs, pour une personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire, créatif, de manière plus générale, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Alors, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut vraiment se dire qu'on en est capable, que, voilà, qu'on a le droit de croire en ses rêves. Moi, quelque chose que je répète souvent, c'est que les femmes, on a quand même tendance à nous faire sentir souvent que l'ambition, c'est un truc d'homme et qu'il ne faut pas. Tu vois, enfin, moi, je pense qu'il faut se réapproprier le fait d'être ambitieux, d'avoir envie voilà, de se lancer, d'avoir des rêves et de faire en sorte qu'ils se réalisent, que c'est pas un gros mot d'être ambitieuse. Après, il faut lutter contre le syndrome de l'imposteur et contre le plafond de verre parce qu'on est légitime. Moi, franchement, je pense que je commets encore plein d'erreurs. Mais ben voilà, bon an, mal an, ça avance. Mes clientes, elles sont plutôt contentes de ce qu'elles reçoivent. J'ai des retours positifs sur mon travail alors que je viens pas du tout de ce milieu-là, que je connaissais rien, qu'au début, j'arrêtais pas, même encore maintenant, hyper souvent, je dis aux gens, parlez-moi comme si j'étais idiote, parce que je ne connais pas du tout cette technique-là d'impression, je connais pas du tout ce secteur-là, donc expliquez-moi les choses comme si j'étais idiote, pardon, Mhm. et comme ça, au moins, je vais comprendre le maximum de ce que vous allez m'expliquer parce que voilà, je ne connais pas. Et les gens, ça les fait plutôt sourire. Et de ce fait, ils sont plutôt très bienveillants pour m'expliquer voilà, leur société. Après, un conseil que je pourrais donner aussi, parce que moi, je me l'applique, c'est de ne pas hésiter à prendre son téléphone. Que Mhm. finalement, on passe beaucoup plus de messages. Moi, voilà, je fais partie des gens où j'ai l'email beaucoup plus facile que le téléphone. Mais en fait, les messages passent quand même de façon, parfois, beaucoup plus efficace par téléphone et puis ça permet aussi voilà, de créer un peu du lien avec la personne, donc voilà. Ok. Eh ben, j'espère que ça pourra en aider certains, certaines qui souhaitent se lancer dans le domaine créatif ou pas, parce que je pense que ça s'adapte à tous les Oui, milieux, ce que tu oui. viens de dire. Après, c'est le fait d'avoir une idée, quoi. Enfin, on le voit bien, hein, il y a des très belles marques. Quelqu'un comme qui a créé Morgane César-Laurie, qui a créé Cézanne, elle est partie de rien aussi. Enfin, je pense qu'elle avait peut-être un peu les connaissances du milieu, mais ou Lisa Gachet qui a créé Mac Ma Limonette, c'est pareil, c'est des personnes qui, elle a commencé, elle avait un blog, et puis ça s'est développé, développé. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à vraiment à croire en soi, croire dans ses capacités et dans son Mm. idée. Et puis après, on est aussi je veux dire, en France, il y a aussi des possibilités d'aide, que ce soit, on peut commencer en tant qu'auto-entrepreneur à côté de son job pour permettre de voir comment ça marche. Moi, personnellement, je me suis lancée et la société, elle a été créée et elle a continué. Elle a continué pendant comment dire, parce que j'avais le chômage. Donc, si tu veux, pendant 1 an et demi, et ben, j'étais super tranquille parce que je touchais le chômage et donc j'avais bien le temps de développer ma société tout en n'ayant pas d'inquiétude financière à côté. Et ça, c'est vraiment un boost énorme. Donc, si les personnes qui arrivent à négocier une rupture conventionnelle, par exemple, ben, c'est une bonne option pour pouvoir lancer sa société plus sereinement. Mhm. D'accord. Et c'est vrai, après, qu'en France, on dit souvent c'est pas facile l'entrepreneuriat. Est-ce que tu dirais que c'est vrai ou que c'est plutôt faux? Que c'est pas facile en France, l'entrepreneuriat. Oui, Euh, d'entreprendre de manière indépendante. Je sais pas, je pense qu'en fait, ça dépend de l'aide qu'on va obtenir. Hem, Par exemple, tu vois, ce que je viens de dire, sur le fait qu'on a le droit si on crée une entreprise, pas en auto-entrepreneur, c'est-à-dire que si on crée, moi je suis en SAS, Mm. qu'on a le droit de garder son chômage.
dès lors qu'on ne se verse pas de salaire, c'est quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. J'en avais absolument pas connaissance. J'ai eu la chance à mon premier entretien au chômage, au Pôle emploi, de tomber sur quelqu'un qui était génial, qui hélas est parti pendant mon congé mat, donc quand je suis revenue, il n'était plus là. Mais voilà, mais qui m'a dit ça. Et parce que moi, l'auto-entrepreneuriat, c'était vraiment une formule qui me plaisait pas du tout et je voulais absolument pas me lancer comme ça. Et je le savais pas. Je savais pas que si tu crées une entreprise qui, en fait, pour être un peu technique, qui paye la TVA et qui paye l'impôt sur les sociétés, tu as le droit de garder en ne te versant pas de salaire, tu as le droit de garder ton chômage en totalité jusqu'à la fin de tes droits. Et ben franchement, ça aide quand même vachement à se lancer sereinement parce que voilà, tu sais que financièrement, tu vas être relativement tranquille à côté. Donc, moi, j'ai pas tellement ce sentiment, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait l'expérience que d'autres ont peut-être eu. Je pense que ça doit être plus difficile si on veut se lancer en partant de rien et que justement, si on quitte son job, on démissionne pour se lancer, oui, ça doit être beaucoup plus difficile. Moi, je sais que, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais en tout cas, au niveau du Pôle emploi, ce qu'il m'avait dit, c'est que le statut d'auto-entrepreneur ne convient pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça convient, par exemple, j'imagine, hein, comme je dis, hein, je dis peut-être une grosse bêtise, mais qu'à la base, ça avait été plus conçu pour faire quelque chose à côté d'un job salarié, mais que ça n'avait pas été conçu pour vraiment en vivre et ne faire que ça. Moi, typiquement, je voulais absolument pas sortir du régime de la sécurité sociale. J'ai des enfants, je voulais absolument pas, et je sais Oui. que c'est le cas quand tu es auto-entrepreneur. Donc voilà, donc il y avait plein de raisons qui me plaisaient, voilà, ce statut-là m'allait pas. Donc je pense que c'est intéressant en fonction du projet qu'on a, de se renseigner pour savoir quelles sont les différentes options de style d'entreprise qu'on peut créer et qui correspondra plus aux besoins en fonction. Moi, typiquement, je fais des biens manufacturés, donc il faut beaucoup de trésorerie pour pouvoir payer tous les produits, etc. Et le statut d'auto-entrepreneur, il ne correspondait pas du tout par rapport à tout ça. Je savais que j'aurais atteint le plafond assez rapidement. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Moi, je ne l'ai pas expérimenté comme ça. D'accord. Alors, juste pour info, s'il y en a qui veulent se lancer, c'est très important de vous faire accompagner par des personnes, soit des juristes, des spécialistes du domaine. C'est important aussi pour si on ne sait pas et qu'on ne sait pas vers qui se tourner, quel régime prendre, etc. Dans ce cas-là, c'est important de se faire aider, je pense aussi. Parce qu'il y a Oui, et des, puis il y a souvent, il des y a plein personnes d'associations. spécialistes Ouais, exactement. Et puis, il y a plein d'associations gratuites qui font ça, qui ou donnent des des coups de assos. main, etc. Donc, je pense en effet que ça rejoint exactement ce que je disais avant, où c'est important de passer par des experts. Oui. Voilà, de ne pas se dire. Moi, il y a plein de choses que j'ai essayé de faire toute seule, et à chaque fois, c'était des semi-échecs ou des semi-réussites. Et je pense que vraiment, tu vois, là, c'est pareil, j'en parle, un exemple que j'ai en tête, c'est que pour la traduction du site, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de propositions de personnes qui étaient prêtes à le faire gratuitement. Et à la fois, c'est hyper adorable, et à la fois, ben, moi, je veux que quelqu'un d'anglophone qui vienne sur mon site, il ait l'impression, enfin, tu vois, qu'il n'ait pas l'impression que ça a été Il est chez traduit par lui, un quoi. Français. Voilà. Et c'est hyper gentil, mais à la fois aussi, ben, tout travail mérite salaire. Et traduire un site, c'est un énorme boulot. Et moi, j'aurais pas voulu, même si c'est hyper gentil, j'aurais eu l'impression de profiter de la gentillesse de quelqu'un en acceptant de le faire faire gratuitement. Donc, tu vois, tout ça, ça rejoint, c'est de se dire. Et puis, alors aussi, un super bon exemple, si jamais quelqu'un se lance avec une société, c'est de choisir un bon comptable. Moi, ma Oui. comptable, je l'idolâtre. Elle me conseille hyper bien. Il y a des tas de questions que je lui pose, voilà, sur des tonnes de sujets divers et variés, où elle est là pour ça. Elle est là pour répondre à mes questions, voilà, d'organisation, d'administration, etc. De valider que je peux me permettre de me payer, valider que je peux prendre un salarié, voilà, des tas de choses comme ça. À la fois, on est seul face aux décisions stratégiques de l'entreprise, et à la fois, bien s'entourer pour avoir les bons conseils et prendre ses décisions de façon plus éclairée, c'est aussi hyper important. Ouais. Oui, ça c'est très important. Du coup, Liz Taylor va devenir internationale?
Oui, alors ça faisait longtemps que je voulais le faire. En fait, c'est aussi pour ça que j'ouvre la vente aux revendeurs. Alors moi, si tu veux, je fais beaucoup les choses par petites étapes. Ça faisait très longtemps que je voulais faire traduire le site, mais que moi, j'arrivais pas à trouver le temps. Et puis, je savais que même si pourtant mon mari est anglais, qu'on parle qu'anglais à la maison, je sais très bien que mon niveau d'anglais parlé est très bon, mais que en rédactionnel, j'aurais pas le niveau correct pour traduire le site de façon parfaite. Et en fait, c'est en voyant qu'au fur et à mesure, là récemment, je reçois de plus en plus de commandes de l'étranger. J'ai été taguée plusieurs fois sur Instagram par des gens. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, il y avait une Allemande qui a passé une commande. Et puis, moi, j'ai utilisé je ne parle pas du tout allemand, donc j'ai utilisé le bouton traduction d'Instagram et où elle disait après 3 tentatives sommées par des échecs, j'ai fini par réussir à commander sur un site en français. Je ne parle pas un mot de français. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu pas mal de commandes en Angleterre, au Japon, tu vois, en Australie. Et à chaque fois, je me dis, punaise, elles doivent être super motivées parce qu'elles ne parlent pas la langue et tout. Donc, c'est ce qui m'a motivée à faire traduire le site. Comme ça, au moins, je pourrais gérer voilà, les personnes de l'étranger qui voudront commander pourront s'y retrouver. Et puis ensuite, l'ouverture de la vente aux revendeurs, c'est quelque chose que je fais vraiment à tout petit pas. Je l'ai proposé à très, très peu de merceries. Mais il y en a notamment plusieurs qui sont à l'étranger parce que les frais de port, c'est une horreur. Hein. Colissimo, ça coûte hyper cher déjà en France, mais alors à l'étranger, c'est C'est l'horreur. pire. Et donc, ouais, c'est vrai que je pense que beaucoup de boîtes qui vendent sur Internet le savent, mais les professionnels, on paye plus cher que les particuliers. Donc, on paye vraiment très cher Colissimo, puisque quand tu achètes un Colissimo en tant que particulier, tu n'es pas soumis à la TVA. Donc, nous, on est obligé de rajouter 20% au tarif de la poste. Et les tarifs des pros sont souvent un peu plus chers à la base que les tarifs des particuliers. Donc tout ça fait que c'est vraiment un gros problème, les frais de port, je pense, quand on vend sur Internet. Et à l'étranger, franchement, il faut être quand même hyper motivé pour commander parce que ça monte très haut et que moi, malgré tout, comme je débute, je ne peux pas proposer des tarifs de certaines autres marques parce que j'y perdrais trop. Et donc, avoir des merceries qui vendent mes tissus en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Suisse, ce sera un avantage pour moi et pour les clientes qui pourront du coup acheter en profitant des tarifs locaux d'envoi. Mm. Donc voilà, mais oui, ça fait un moment que j'ai envie que mes tissus s'exportent. Tu m'étonnes, c'est normal. Hein. Et puis si ça grandit, il faut laisser grandir. Oui, c'est ça, c'est une étape assez logique. Et puis c'est vrai que moi, comme je le disais, tu vois, j'ai quand même, j'avais envie, quand je me suis lancée, je savais que j'avais envie voilà, que je voulais que ça grandisse, en gros, comme je l'ai dit, de se réapproprier le terme, d'être ambitieux pour sa société. Et je m'étais dit, j'avais dit à mon chéri, vraiment, je veux pas être limitée par ma logistique. Je veux pas me retrouver à un moment à me dire, là, c'est le maximum, je peux pas faire plus parce qu'avec mes 2 mains, j'arrive pas à faire plus. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je cherche des solutions pour, voilà, maintenant, au début, comme je disais, les tissus, tu les reçois sur rouleau. Moi, les rouleaux, ils arrivaient en bas à la porte. Il fallait que je les monte à l'étage dans mon appart. Et après, je déroulais tout à la main, je pliais tout moi-même. Les kits, je les découpais par terre dans mon salon. Je portais tous les colis à la poste. Maintenant, ça se passe plus du tout comme ça. J'ai un centre logistique qui gère le pliage des tissus. Les kits, ils arrivent prédécoupés et c'est mon centre logistique qui rajoute les bobines, le tutoriel, les étiquettes, etc. Et moi, je gère uniquement la préparation des commandes. La poste vient à la boutique pour récupérer les colis. Donc, en fait, tu vois, tu passes des étapes, quoi. Il y a un moment où moi, j'arrive à une étape où je me dis, non, mais là, ça y est, j'ai de nouveau atteint ma limite. Mm. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir continuer à répondre à plus de demandes. Mm. Donc, ça se fait comme ça au fur et à mesure. Et c'est le chemin est parsemé de succès et d'embûches. Tu vois, il y avait un moment avant d'avoir la poste qui vienne chercher mes colis chez moi, j'avais été contactée par un centre logistique qui, en gros, qui emballait tout. Donc, moi, je préparais les commandes et puis eux, après, c'était eux qui se chargeaient de l'emballage, de l'envoi, de la création des étiquettes et tout. Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 mois. C'était hyper agréable. Mais quand j'ai reçu leur facture, il y avait des tonnes de coûts cachés qu'ils ne m'avaient pas dit. Ouf. Et c'était une catastrophe. Là, c'est un des derniers moments, c'était en novembre.
où j'étais vraiment pas bien parce que le coût, il était exorbitant. Et voilà, et bon, ça m'a fait un mois problématique. Mais après, comme je disais, tu vois, ça fait partie des erreurs. J'ai tenté, c'était une erreur, et j'ai trouvé une autre solution. Mais voilà, c'est un peu tout le temps en dents de scie comme ça, en fait. Mais au moins, c'est une sacrée aventure. Oui, exactement. Et puis, c'est très... comment dire, j'ai le mot qui me vient en anglais, mais ça, c'est hyper agréable. J'ai le mot rewarding. Tu vois, c'est Oui, d'avoir le retour de tes clientes qui sont contentes. c'est pas satisfaisant, De voir c'est... ouais, je ne trouve pas la bonne traduction, mais en gros, il y a une énorme joie de voir des personnes, des tricoteuses qui se lancent en couture avec mes kits. Moi, ça me remplit de joie. De voir des personnes qui cousent les tissus, qui les aiment, qui recommandent. J'ai des clientes hyper fidèles, je reconnais leurs commandes quand elles arrivent. Moi, voilà, c'est... Puis là, tu vois, je suis sur le point de lancer la prochaine collection. C'est toujours un moment hyper excitant et à la fois hyper stressant parce que je me demande toujours est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens ils vont aimer ce que j'ai choisi, est-ce qu'ils vont aimer les nouveaux produits. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'émotions, on va dire. C'est chouette, hein. C'est chouette parce que, en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre comme ça parce que tu as l'air vraiment heureuse, en tout cas, de ce que tu fais. Donc, ça fait plaisir. Oui, moi je retournerai pas en arrière. Hein. Ce serait très difficile d'ailleurs de retourner en arrière. Il y a des moments où j'adorais mon job. Hein. J'adorais mon job. J'aurais jamais imaginé faire ça. Mais vraiment, c'est un immense plaisir. Et puis voilà, là, je suis contente de voir des nouvelles étapes qui arrivent. Comme je dis, là, avoir quelqu'un qui arrive la semaine prochaine, elle le sait d'ailleurs qu'elle est très attendue. Donc, je la présenterai sur les réseaux sociaux. Pour la blague, elle s'appelle Lise. Ah, c'est vrai? On sera deux Lise. Alors, le prénom n'était pas un critère de recrutement, hein, mais ça s'est fait comme ça, c'est assez rigolo. Voilà. Elle était faite pour travailler pour Lise Taylor. Ok. Bon, écoute, on va terminer tout doucement. Je vais te poser les 2 questions traditionnelles que je pose à tous les cafés tricot. On n'a pas beaucoup parlé tricot du coup, mais ça me fait plaisir parce que je voulais vraiment parler de ta boutique avec toi. Du coup, je vais te demander si tu as une petite astuce tricot à donner aux triconautes qui nous écoutent. Défaire quand ça ne vous paraît pas parfait et que vous pensez que ça va vous déranger. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a C'est rien de pas une pire. astuce vraiment concrète, hein, mais en fait, moi, je suis hyper perfectionniste et chaque fois que j'ai laissé... Alors, en fait, je suis partagée parce que des fois, ça m'arrivait de laisser des erreurs en me disant personne ne va les voir. Et en effet, quand le tricot il est fini, ça ne se voit plus. Mais s'il y a un truc vraiment où vous vous dites... ouais, là, franchement, je trouve que mon montage... Alors, voilà, un exemple, mon montage, il n'est pas assez élastique. Et ça vaut le coup de le refaire pour qu'il soit bien élastique. Et comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise à la fin. Ne pas oublier l'échantillon aussi. Ne pas se retrouver avec un pull 3 fois trop grand, 3 fois trop petit. Mais je pense que voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis assez surprise parfois et j'ai été comme ça à un moment, mais tu vois, de la frénésie parfois de vouloir aller vite, 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 vite. Et moi, j'ai été comme ça, hein, donc je comprends le sentiment, alors qu'on est sur des loisirs dans le mode slow fashion et que moi, maintenant, j'ai plutôt l'approche, que ce soit en couture ou en tricot, à vraiment pas hésiter à défaire et à refaire si jamais je me dis que ça pourrait être mieux et que je le porterais plus si le projet, il était refait. Ok, merci. Et enfin, 3 livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais. Alors, livre, podcast ou blog? Alors là, je n'y ai pas réfléchi, je t'avoue. Parce que j'avoue que j'écoute plus tellement de podcasts, donc c'est pas une question facile. C'est des ou, hein, donc si t'as pas d'idée de Alors podcast, tu peux dire des après, livres. oui. Alors en livre, en couture, moi j'aime beaucoup les livres de Les Lubies de Louise. Pour démarrer, un de son livre, je ne me rappelle plus du titre, mais en tout cas, voilà, c'est le livre de Les Lubies de Louise, c'est celui que je conseille toujours pour démarrer en couture. Ensuite, en blog, moi j'aime beaucoup le blog de Julie d'Atelier Villa.
qui coud, qui tricote et qui a démarré un podcast vidéo aussi. Donc, moi, Julie, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis sûre que là, je vais avoir des tonnes d'idées une fois qu'on aura raccroché et que ça va m'énerver. Et puis après, donc blog, podcast ou livre, hein, parce qu'après, il y a plein de créatrices que j'adore. Tu vois, moi, j'adore Atelier Émilie, mais elle n'a pas de blog ni de podcast. Alors, si, je pense quand même à Knit Spirit. Qui fait peut-être un peu moins de choses maintenant, mais pour moi, Gaëlle, c'est vraiment la personne grâce à qui moi, il y a des tonnes de techniques que j'ai découvertes grâce à sa chaîne YouTube. Donc, c'est Knit Spirit. Et pour moi, ou alors d'ailleurs, il y a aussi Aurélie Lapoule, qui n'a plus où son blog existe toujours, même si elle ne l'alimente plus. Mais c'est des personnes qui, pour moi, même si maintenant elles ont évolué un peu vers d'autres choses, ont tellement participé il y a 10 ans de ça, justement, à l'avènement du tricot 2.0. Et c'est à elles que je pense, tu vois, là maintenant, comme des personnes. Moi, je pense que vraiment, il y a des techniques, dans les techniques qui sont présentées dans mon livre, je me mets au tricot, il y en a vraiment plein que j'avais découvertes et apprises sur la chaîne YouTube de Knit Spirit, parce que pendant des années, elle a filmé des tutos. Et voilà. Et c'est des personnes qui, pour moi, ont énormément participé au développement en français de ce tricot anglo-saxon, des nouvelles techniques qui étaient développées en anglais et où, pour les francophones, on ne les connaissait pas. Donc voilà, c'est à elle que je pense. Ok, bah c'est déjà pas mal, écoute. Oui, je suis sûre que je vais penser à plein d'autres là maintenant, mais je suis contente d'avoir pensé à elle parce que voilà, Gaëlle et Aurélie, pour moi, en tout cas personnellement, elles ont vraiment joué un rôle dans ma découverte du tricot, ma redécouverte, on va dire. Eh bien, merci Lise, ça m'a fait vraiment super plaisir de parler avec toi. On a bien papoté. Oui, et je suis contente qu'on ait bien papoté, parce que ça m'a fait plaisir. C'est pas du tout un problème que tu sois bavarde. Tant mieux, merci. Eh bien, à très bientôt. Génial, merci, à bientôt, bonne journée. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.